Bonjour à tous. Moi et mon collègue Louis, on vient exprès pour le SEO Camp. On vient du Canada, même ville que que le présentateur avant nous, donc Montréal. On n'a pas eu la chance de nécessairement croiser Vincent dans nos parcours. On est probablement dans les centres de données, donc on n'a pas eu la chance de discuter, mais on va prendre le temps. Effectivement, on est venu ici vous parler un peu de donc notre témoignage par rapport à ce que nous on voit en tant qu'hébergeur web dans ce qui se fait sur le marché. Et bien sûr, en 2023, bien sûr, c'est l'année du AI. Et c'est une année particulière, excitante, mais il faut aussi se préparer un peu. Et nous, on veut vous transmettre un peu nos valeurs par rapport à cela et peut-être quelques conseils ou quelques stratégies qui pourraient être pertinentes pour vous. Et bien sûr, moi de mon côté, je suis au service des clients de Planet Hoster, donc c'est mon rôle un peu de planifier l'avenir et planifier quel type de technologie on va mettre en place pour mieux vous servir. Je vais peut-être laisser quelques instants à mon collègue Louis qui va se présenter aussi. Par la suite, on va enchaîner. Oui, bonjour. Alors, mon nom est Louis Roy. Dans l'équipe de Planet Hoster, mon rôle, c'est d'être rédacteur technique. Alors, essentiellement, ce que je fais, c'est que j'explique comment nos produits fonctionnent à l'intention de nos clients et de notre support technique. Donc, merci Louis. Tout d'abord, les valeurs de Planet Hoster, 3 valeurs essentielles, donc la neutralité, la sécurité et effectivement la confidentialité. Donc, c'est les 3 valeurs qui nous représentent chez Planet Hoster. On va aller juste après. Donc, effectivement, on a parlé, on va décrire un peu notre témoignage, notre position par rapport à cela, le potentiel, effectivement, d'optimiser, donc, comment on peut intégrer ce type de technologie pour soit optimiser votre site web ou vous aider à améliorer le référencement. Tout à l'heure, dans la conférence précédente, eu certaines mentions de cela. On veut aussi vous démontrer un peu les piliers stratégiques pour concrétiser cette vision, puis effectivement l'importance aussi de l'être humain par rapport à cela. Puis mon collègue Louis va pouvoir partager son témoignage aussi par rapport à cela. Allons-y. Donc, est-ce qu'on devrait utiliser le AI pour nos prochaines applications, prochains sites web ou dans les prochaines années? La question... donc, on a vu une nouvelle dernièrement qui est passée le 1er juin dernier. Donc, Google a classé l'extension .ai. Donc, en passant, nous, on est aussi bureau d'enregistrement pour les noms de domaine. Donc, on voit aussi les activités qui sont reliées au nom de domaine, que ce soit pour le .fr, que ce soit pour le .ca. Donc, c'est des extensions de pays, des extensions qui sont génériques. On sait que le .ai, c'était une extension de pays auparavant. Et maintenant, Google le classe comme étant une extension qui est générique. Donc ça veut dire qu'il y a un changement dans le marché, pas nécessairement depuis plusieurs années, mais au moins depuis le début 2023, on voit un changement à ce niveau. Et donc, l'importance du AI est non négligeable. Là-dessus, on veut attirer votre attention, c'est que l'univers des sites web, l'univers des applications, ça devient un peu votre employé vedette. Ça devient l'employé, comme on l'a mentionné aussi dans la présentation précédente. On parle d'un employé qui va être là pour vous 24 sur 24, une personne qui va vous générer des revenus et qui va commencer à être très important dans votre société. Et donc la question se pose, est-ce que mensuellement, vous allez donner à cet employé vedette le montant d'un café Starbucks par mois ou vous allez mettre plus de montant là-dessus pour que cet employé vedette devienne un employé du mois, par exemple? Donc ça, c'est une question qu'il faut se poser et on s'est posé aussi la question comment nous, on peut accompagner notre clientèle par rapport à cela. Une interrogation qu'on s'est posée à l'interne, c'est est-ce que cette nouvelle invention va être capable de comprendre, d'apprendre, de s'adapter, d'implémenter, de faire un peu le travail qu'on aime moins faire, mais est-ce que c'est fiable? Donc, on va le mentionner aussi un peu par la suite, c'est que oui, c'est capable d'effectuer des tâches récurrentes, mais il y a certaines tâches que pour le moment, de ce qu'on observe, c'est pas encore adéquat. Mon collègue va pouvoir en parler davantage.
Donc, nous, en tant qu'hébergeurs, comment on prépare cela? Donc, je vais vous donner un exemple assez typique au niveau de Planet Hoster, tout simplement. Donc, nous, on a des technologies où on peut, par exemple, capter un visiteur qui vient sur notre site web. On peut savoir d'où ce qui vient, on peut le remarketer. Et dans nos valeurs de confidentialité, on a pris la décision de ne pas relancer du marketing à nos clients. Donc, oui, on a des pertes de revenus là-dessus, mais nous, on préfère, pour la confidentialité de nos clients, ne pas capter ces données. Donc, ça fait partie de nos valeurs, puis ça fait aussi, vous allez devoir prendre des décisions par rapport à vos valeurs sur qu'est-ce que vous allez implémenter dans les nouvelles technologies. Les 3 axes qu'on veut mentionner dans cette conférence, les 3 axes les plus importants, donc bien sûr la performance, l'expérience client et la sécurité. La performance, bon, on le sait, l'analyse de tout ce qui est localisation, l'analyse des conditions réseau. Je vais vous donner un exemple, c'est qu'il y a 5 ans, malheureusement, je ne peux pas parler des technologies qu'on a actuellement, mais je peux parler des technologies qu'on a utilisées dans le passé. Je vous donne un exemple pour le réseau, pour assurer que nos clients aient une qualité optimale d'affichage ou une qualité optimale de téléchargement de contenu. On avait des technologies réseau qui permettaient de calculer la latence, calculer le chemin optimal d'un réseau pour atteindre le visiteur final. Et ce n'était pas nécessairement des technologies utilisant de l'intelligence artificielle, mais c'était des beaux algorithmes qui permettaient d'avoir d'excellentes performances. Maintenant, on utilise des technologies qui sont propriétaires à Planet Hoster, qui sont complètement différentes, mais qui est quand même à considérer pour plusieurs autres approches. On va en discuter un peu plus tard. Effectivement, l'analyse du comportement de l'utilisateur, c'est que je veux attirer votre attention sur les sites web e-commerce qui vont évoluer un peu, c'est-à-dire que graduellement, on veut mieux connaître chaque visiteur. Donc, vous devez ajouter par exemple les sites e-commerce pour que ça soit dynamique ou un affichage personnalisé. Donc, nous, en tant qu'hébergeurs, on doit se préparer pour mieux servir cette clientèle, c'est-à-dire qu'on doit préparer des infrastructures, que ce soit du CPU, RAM, des systèmes haute performance qui vont permettre d'avoir des sites web qui sont dynamiques, des sites web qui s'adaptent. Et ça, c'est un défi pour nous. Puis, effectivement, on veut vous mentionner en termes de témoignage qu'on commence à penser sérieusement à implémenter des technologies qui vont vous permettre d'avoir c'est plus comme le passé, c'est pas un simple site web, c'est des sites web qui sont votre employé, qui vont aller contacter vos visiteurs, qui vont aller travailler pour vous. Donc, c'est une approche complètement nouvelle et on a hâte de tester cela avec nos clients puis de pouvoir mieux vous aider. Et effectivement, on en a discuté tout à l'heure, puis on le sait que l'intelligence artificielle est quand même très bien adaptée là-dessus, que ce soit pour le SEO ou simplement pour l'analyse des performances d'un site web, d'un script. Les technologies sont capables de le faire, l'intelligence artificielle est capable, et donc c'est un élément qui est à considérer peut-être. Nous, de notre côté, on a quand même quelques craintes. Donc, vous savez, l'analyse de code, ça peut être une analyse des pertes de propriété intellectuelle, ça peut être des éléments qui sont particuliers à considérer. Puis comme tout à l'heure, on a parlé de confidentialité, on a parlé de neutralité, on a parlé de sécurité. C'est un aspect à considérer, donc chacun devra faire des décisions par rapport à cela. Donc dans l'atelier qu'on a fait à 12h10, on a parlé un peu de N06 Storage, l'analyse et l'optimisation des fichiers. C'est en lien aussi, il faut regarder est-ce que nos valeurs éco-responsables font en sorte que, est-ce qu'on veut garder certaines archives pour un certain nombre d'années, est-ce qu'on veut optimiser un peu les fichiers qu'on va déployer, est-ce que la technologie moderne peut nous aider par rapport à cela? Donc ça, c'est des réflexions qu'on a eues aussi à l'interne. Si on analyse les données historiques, donc c'est des bons outils qui vont nous permettre de le faire. Encore une fois, ça dépend de certains éléments à l'interne. Si je regarde par la suite, excellent. Donc, on est encore dans les temps. L'expérience utilisateur, vous savez, l'adaptation des différents éléments. On veut encore une fois personnaliser l'expérience utilisateur, mais aussi on veut garder certaines données à l'interne. Donc, on a parlé aussi d'un modèle interne qu'on va pouvoir déployer aussi pour les visiteurs. Et on a notre interface propriétaire N0C, qui est en marque blanche, va graduellement intégrer des outils, que ce soit pour du SEO
ou pour la création des sites web. Imaginez-vous, dans le passé, vous utilisez des CMS, vous utilisiez des sites web qui sont codés manuellement ou des éléments qui sont spécifiques à votre application. Maintenant, vous allez avoir la possibilité de demander un site web ou une application qui vous est propre et la déployer sur nos infrastructures. Donc, ce qu'on a créé à l'interne, ce sont des API aussi qui vont vous permettre de déployer peut-être 5 000, 10 000 sites en l'espace d'une semaine. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on considère et qu'on prépare nos infrastructures pour cela. C'est le futur. On n'est pas des spécialistes SEO, donc on ne connaît pas le comportement des déploiements d'archives ou des éléments aussi gigantesques générés par le AI, mais on se prépare pour répondre à ce besoin. Ce qu'on a noté, c'est que nos clients qui utilisent les systèmes pour la traduction, donc maintenant on est capable de parler à travers toutes les langues à l'aide de ce type de système, et ça fonctionne plutôt bien pour le moment de ce qu'on a noté. Donc si jamais vous avez des traductions à faire, c'est sûr qu'il y a des traductions spécifiques, peut-être mon collègue Louis, quand on parle de traduction technique. Donc quand on parle d'une rédaction technique, d'une rédaction scientifique, il y a un gros bémol à avoir là-dessus, c'est pas un outil à utiliser. Mais pour du contenu qui est générique, du contenu qui est normal, je pense que, selon l'expérience qu'on a vécue depuis 2023, nos clients ont des bons succès à ce niveau-là. Effectivement, on a parlé de personnalisation, donc graduellement, les contenus évoluent. On veut que le visiteur, selon ce qu'il souhaite avoir, le contenu spécifique s'affiche. Et maintenant, on parle d'images, on parle peut-être un jour de vidéos. Donc, ces vidéos-là devront être stockées sur nos infrastructures et nous, on se prépare à ce niveau-là. D'ailleurs, on a lancé notre produit N0C Storage en lien avec cela. Donc, effectivement, ça, c'est un peu selon les préférences de chacun. Est-ce qu'on va permettre à cet employé vedette de servir nos clients ou est-ce qu'on va quand même garder l'interaction humaine? Nous, à l'interne, selon nos valeurs, on souhaite encore garder l'interaction humaine, bien sûr, mais il y a beaucoup de tâches qui vont pouvoir être automatisées. Par exemple, on a discuté de la sécurité. Plusieurs d'entre vous, si vous gérez des réseaux de sites web, vous ne voulez pas nécessairement faire les mises à jour, vous ne voulez pas nécessairement avoir à vous soucier d'un piratage. Donc là-dessus, quand on parle de services, eh bien, c'est ce type de service qu'on pourrait implémenter pour notre clientèle. Et effectivement, la sécurité, on le sait tous que c'est un élément important. Donc, quand on parle de AI, pour nous, c'est la logique des choses de pouvoir détecter peut-être des comportements inhabituels des utilisateurs par rapport à différentes solutions pour mieux vous protéger, donc pour mieux protéger notre clientèle et peut-être aussi prévenir certaines vulnérabilités. On le fait d'ailleurs, à l'instant on le fait, donc on a des systèmes qui sont capables de, par exemple, patcher des CMS, si on parle de WordPress, Joomla ou Drupal par exemple, on a la possibilité via nos pare-feux d'implémenter ou de déployer des pages de sécurité d'une vulnérabilité qui serait connue, mais qui n'est pas encore officiellement mis à jour par l'éditeur ou l'émetteur du CMS ou du plugin. Donc effectivement, c'est un avenir florissant, comme on le voit bien sûr, puis on garde aussi nos valeurs de neutralité, parce que quand on rentre dans un enjeu où on a des systèmes qui prennent des décisions, eh bien, il y a tout le côté éthique qui rentre en jeu. Et nous, à l'interne, on se pose des questions sur comment on va gérer toute cette approche. Je vous donne un exemple. Un site web e-commerce, par exemple, qui vend des produits et qui a mal servi certains de ses clients. Ces clients nous contactent et on doit prendre une décision. Est-ce qu'on intervient dans ce dossier? Est-ce qu'on dit à notre client, il faut arrêter ce site e-commerce? Et nous, c'est dans nos valeurs de garder une neutralité. On ne prend pas position par rapport à cela. Donc, c'est à vous aussi un jour de prendre ce type de décision par rapport aux technologies que vous allez implémenter pour votre réseau de site web, que ce soit un site e-commerce, un site de contenu, d'articles. Donc, je vais laisser peut-être la parole à mon collègue Louis qui va enchaîner avec son expérience, parce que son expérience par rapport à la rédaction technique, est-ce que les différents articles qui ont été rédigés
pourrait être un jour, on pourrait un jour utiliser l'intelligence artificielle pour générer ce contenu, ou pour le moment, c'est pas possible. Donc, je vais laisser mon collègue enrichir là-dessus. Oui, alors, c'est ça la grande question, justement, comme Mina le demandait, c'est est-ce qu'on peut dire qu'un jour, l'intelligence artificielle pourrait remplacer un être humain dans ses tâches de rédaction technique? Je dirais ici qu'il faut vraiment, pour bien planter le décor, dire le contexte précis dans lequel je parle. C'est que moi, comme rédacteur technique, mon travail, c'est d'expliquer ce que Planet Hoster a développé comme outil à nos clients, comme je disais tantôt, puis à notre support technique. Donc, ce sont de nouvelles choses. Ce sont des choses qui en tant que telles, ne sont pas connues encore, sauf par notre équipe. Alors, justement, une des grandes limites des systèmes qui utilisent l'intelligence artificielle, c'est qu'ils peuvent prendre des décisions qu'en fonction des informations qui leur ont été préalablement fournies. Là, on parle de nouvelles choses. On parle d'aspects de création. Alors, tout de suite là, on voit qu'il y a un énorme bémol à mettre. Ça prend quelque part un être humain dans l'équation pour... C'est sûr que l'intelligence artificielle peut l'aider, mais elle ne peut pas le remplacer. Il faut qu'il existe une certaine surveillance, je dirais, puis il y a même des tâches que l'intelligence artificielle, comme on va le voir, ne peuvent pas faire. Alors, s'il te plaît, si tu peux changer à la prochaine. Oui, bien sûr, et voilà. Merci beaucoup, Mina. Alors, pour un petit peu répondre à cette question-là, bien, je me suis interrogé sur des bonnes pratiques qu'on a en rédaction technique qui forcément ne changeront pas si la machine venait à remplacer de plus en plus un être humain. Alors, une chose à laquelle on peut penser, c'est la planification du travail. Le rédacteur technique fait partie d'une équipe, puis on déploie un produit informatique. Alors, il doit planifier le travail avec les acteurs de l'équipe autour de lui pour que les choses se fassent en harmonie, se fassent efficacement. Alors, on a des procédés de travail dans la compagnie. Ces procédés-là, il faut les rédiger, il faut les adapter en fonction des réalités de l'équipe. Il faut regarder la disponibilité des ressources. Il peut y avoir des bugs qui retardent la disponibilité de certaines personnes qui collaborent à la rédaction technique, si elles ont d'autres tâches. Ça, évidemment, une machine ne peut pas faire ce genre de choses-là. Il y a un autre élément aussi qui est extrêmement important quand on fait de la rédaction, c'est de cibler notre auditoire. Quand on rédige un texte, il faut essayer de toujours se mettre dans la peau de la personne qui va nous lire. On s'interroge, on se pose la question, est-ce que c'est un débutant? Est-ce que c'est une personne intermédiaire qui va lire l'article technique en question? Est-ce que c'est une personne très avancée? Alors, quelque part, là, ça prend une réflexion humaine pour justement répondre à cette question-là. Puis aussi pour structurer l'ensemble de la documentation pour que tout ça soit cohérent. C'est comme dans notre cas, nous autres, on a jugé que c'était opportun de créer un glossaire commun pour que tout le monde qui lise notre documentation comprenne les mots, les bons mots avec les bonnes définitions, pour pas qu'il y ait de confusion. Ensuite, un être humain qui rédige du texte, il va s'assurer de la fiabilité de la source qu'il va consulter. S'il doit expliquer quelque chose à quelqu'un, en faisant appel à des connaissances qui ont été documentées par d'autres personnes sur le web, puis qui jugent que c'est pertinent d'introduire, par exemple, son article avec ces connaissances-là, puis qu'il n'est pas tellement familier avec la question, il va vouloir aller consulter le web pour se renseigner. Puis là, c'est son jugement d'être humain qui va être exercé pour déterminer si la source est fiable, si la logique derrière le texte est pertinente. J'ai parlé tantôt du glossaire. Aussi, il y a une chose qui est extrêmement importante quand on documente des articles techniques pour expliquer comment des applications fonctionnent, c'est qu'il faut qu'il y ait une structure là-dedans. Il ne faut pas faire ça comme sans planification préalable. Alors, il faut penser à morceler nos articles d'une certaine façon, selon une logique prédéfinie, pour que l'usager, après, retrouve facilement l'article recherché pour répondre à une question précise. Alors, ça, encore une fois, on se doute bien qu'une machine ne peut pas faire ce genre d'exercice-là. En tout cas, du moins pas pour le moment. Il y a aussi un autre élément dans la question qui nous occupe ici, c'est que quand on explique comment une application fonctionne à un usager, on s'est rendu compte qu'une
une image vaut 1000 mots. C'est un proverbe qui a encore sa raison d'être aujourd'hui. Quelqu'un qui lit un article technique va beaucoup apprécier d'avoir des captures d'écran de l'application avec des symboles, des chiffres, finalement, qui vont expliquer la séquence d'opération pour faire une tâche donnée. Il y a un autre élément aussi qui est extrêmement important en termes de rédaction, c'est la concision, la précision et aussi l'exactitude de la langue. Il faut que les choses soient bien écrites dans un bon français, un français universel que tous les lecteurs vont pouvoir comprendre. On parle de la langue française. Aussi, il y a l'aspect du positionnement SEO. Il y a un paquet d'outils aujourd'hui qui sont disponibles, comme vous le savez, pour nous aider à mesurer le positionnement SEO. Alors là, ça, c'est une tâche. On peut encore une fois utiliser des outils que l'intelligence artificielle nous a permis de faire évoluer, mais encore faut-il les utiliser de la bonne façon pour après s'en tirer des décisions, choisir les bons mots-clés à mettre, comment ajuster notre article en fonction des mots-clés qu'on aurait peut-être oubliés pour augmenter les chances qu'ils soient trouvés sur le web. Il y a un élément aussi qui rajoute une couche un peu je dirais, sur l'aspect humain, c'est la revue de pairs. On sait qu'on se rend compte dans beaucoup de disciplines de l'ingénierie, pas juste dans le génie logiciel, mais dans toutes les disciplines, que c'est toujours pertinent d'avoir un collègue qui regarde le travail qu'on a fait. Alors, moi, je crois beaucoup aux vertus de cet aspect-là. C'est pour ça que, personnellement, mes articles, je m'assure le plus possible qu'il y ait un collègue qui va les réviser pour me donner son opinion, s'il y a des choses que j'ai pu oublier. Puis, ça, je crois que ça a toujours sa raison d'être, qu'un être humain repasse à travers l'article. Puis si l'article a été généré par une machine, évidemment, ça prend encore plus ce type de vérification-là. On a parlé tantôt aussi un petit peu de traduction. Personnellement, j'ai eu à traduire en anglais les articles, parce que ce sont les deux langues qu'on utilise, le français et l'anglais. Je commence à l'écrire en français, ensuite je traduis en anglais. Alors, j'ai utilisé un outil sur le marché qui était quand même puissant pour faire de la traduction en anglais. Puis, j'ai été agréablement surpris de son efficacité. Mais je suis quand même obligé à chaque fois de relire au complet ce qui a été traduit pour m'assurer que le sens a été préservé. Parce que le traducteur, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a de la difficulté à mettre les choses dans leur contexte. Ce qui ne sait pas, lui, le traducteur, nécessairement, qu'on parle, par exemple, d'une application qu'on veut documenter. Alors, des fois, il va nous proposer plusieurs traductions pour la même phrase. Il faut choisir la bonne. Encore une fois, ça prend un être humain qui intervient. Puis aussi, en matière de traduction, bien, on ne peut pas traduire des captures d'écran, évidemment. Alors, encore une fois, ça prend une intervention humaine. Puis, il y a aussi un élément qui est non négligeable, c'est au moment du déploiement de l'article, il y a certaines choses qu'il faut vérifier. Ce sont des articles qui contiennent, comme je le disais, qui sont morcelés, alors donc qui contiennent des liens les uns avec les autres. Il faut vérifier l'intégrité de ces liens-là. Il faut vérifier que les encres fonctionnent, parce que dans l'article, on renvoie le lecteur à différents paragraphes ou à des paragraphes d'autres articles. Alors, c'est facile de, par distraction, des fois, oublier de programmer les bons liens. Alors, il faut vérifier ces choses-là. Encore une fois, la machine peut nous assister dans une certaine mesure pour voir si, par exemple, un lien pointe dans le vide. Et la machine ne dira pas nécessairement si on pointe sur le bon lien. Alors, ça prend encore une fois une intervention d'un être humain. Alors, un peu, c'est quelques bonnes pratiques que j'ai relevées. Il y en a beaucoup d'autres. Mais ça m'a amené à cette conclusion que l'intelligence artificielle ne peut pas se substituer à un bon rédacteur technique qui est appelé à documenter des concepts nouveaux. Mais par contre, elle peut l'aider dans son travail. Puis l'idée, bien, c'est justement de savoir s'adapter pour aller voir qu'est-ce qui existe sur le marché pour nous soutenir dans ce travail-là puis en tirer le meilleur parti. Merci beaucoup, Louis. Effectivement, on aurait besoin de ce type d'outils. J'étais dans un hôtel récemment, puis j'ai demandé est-ce que vous avez un stationnement. La madame n'a pas compris. Elle m'a demandé est-ce que vous avez un parking. Donc, des fois, ces petits outils pourraient être utiles dans ce type de communication, surtout quand on voyage dans plusieurs pays. Donc, de mon côté, j'ai eu cette surprise quand je suis venu ici. Donc, si on rappelle, donc les valeurs de Planet Hoster, on parlait de neutralité, on parlait de confidentialité, on parlait
aussi de... Je vais vous laisser le troisième mot. Et effectivement, les trois axes. Donc, si on résume les axes ici, on parlait de sécurité, d'expérience et de performance. Donc, bien sûr, on va aller à la fin. Et voilà. Donc, les questions... donc, nous, on dit tasses de notre côté, mais effectivement, ici, c'est question MOG. Effectivement, comme vous l'aurez deviné. Donc, on va pouvoir donner deux tasses. La première, c'est bien sûr le SEO Chem. Donc, quels sont les trois axes qu'on a discutés pour le AI dans cette conférence? Et pour la tasse Planet Hoster, quelles sont les trois valeurs qu'on a mentionnées dans cette conférence? Et bien sûr, on va laisser aussi du temps pour les questions, parce que c'est ça notre objectif, c'était de parler à peu près un 30 minutes et d'avoir un 10 minutes pour discuter avec vous de toutes les questions que vous auriez, que ce soit sur du AI, que ce soit sur nos services, que ce soit sur l'infrastructure qu'on prépare, nos localisations, que ce soit éthique, valeurs et autres. Les trois axes, c'est la performance, la sécurité et l'expérience client. Je crois qu'il y a un mug qui est gagné. Génial, bravo. Trois valeurs. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur les trois valeurs? Ah, tu nous aides, tu nous en donnes une ou... C'est pas grave, c'est des tasses exclusives très très rares qui sont à collectionner. Donc, si vous vous rappelez un jour, vous nous contacterez. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a présenté? Est-ce que vous voulez peut-être mentionner quelque chose que vous avez vu dans le passé, une expérience, un témoignage? Donc, ça semble très bien, ça semble beau. Sinon, n'hésitez pas à aller les retrouver sur leur stand et puis voilà. Avec plaisir. Puis on vous souhaite une très belle fin de journée. Merci pour votre présence. Merci d'être présent au SEO Camp. Puis c'est un plaisir pour nous d'être présent avec vous. On s'est déplacé pour vous voir. Merci. Merci d'avoir fait le voyage jusqu'à chez nous.